Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier complètement la raison de votre venue, ou peut-être de chercher vos lunettes alors qu'elles étaient tout ce temps sur votre tête? C'est familier, n'est-ce pas? Nous rions souvent de ces moments, les attribuant à la fatigue, au stress, ou simplement au fait que nous avons la tête ailleurs. Mais que se passerait-il si je vous disais que dans certains cas, il ne s'agit pas d'une simple distraction amusante, et si c'était le premier signal, à peine audible, d'un problème bien plus sérieux? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les signes subtils et insidieux qui distinguent l'oubli bénin des premiers symptômes de la démence. Vous découvrirez ce à quoi il faut réellement prêter attention afin de ne pas commettre l'erreur fatale d'ignorer les signaux d'alerte envoyés par votre cerveau. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi la connaissance de ces symptômes peut changer radicalement l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu ces moments de vide cérébral. Avant de plonger dans les détails, clarifions un point essentiel. Qu'est-ce que la démence? Beaucoup pensent que c'est un synonyme de la maladie d'Alzheimer ou simplement de la sénilité, mais ce n'est pas tout à fait exact. La démence n'est pas une maladie spécifique, mais un terme générique décrivant un ensemble de symptômes liés à la détérioration de la mémoire, de la pensée et d'autres capacités cognitives. Imaginez cela comme un parapluie sous lequel se cachent différentes pathologies, dont la maladie d'Alzheimer est la plus courante, mais pas la seule. Le mythe le plus important que nous devons démanteler immédiatement: une perte de mémoire sévère n'est pas une partie normale du vieillissement. Oui, en prenant de l'âge, il est normal de mettre plus de temps à se souvenir d'une information, mais la démence est une maladie qui détruit les cellules du cerveau et qui empêche de mener une vie épanouie. Comprendre cette distinction est la première étape et la plus essentielle, car plus tôt nous remarquons le problème, plus grandes sont nos chances de ralentir son évolution et de nous adapter. Alors, le premier signe, et de loin le plus reconnu, c'est la perte de mémoire, celle qui vient franchement perturber la vie de tous les jours. Mais en pratique, comment le reconnaître? Il ne s'agit pas d'oublier un nom ou un mot et de le retrouver une heure plus tard. Ça, c'est normal, ça nous arrive à tous. Le véritable signal d'alarme, c'est quand la personne oublie l'information qui vient d'être donnée, l'information récente. Par exemple, elle peut reposer la même question à plusieurs reprises au cours de la même discussion, oubliant complètement qu'une réponse lui a déjà été fournie. Elle peut également oublier un rendez-vous essentiel ou un événement important survenu la veille ou juste quelques jours auparavant. Un autre indice très clair, c'est la dépendance grandissante aux outils d'assistance. Si, auparavant, la personne arrivait à tout gérer de tête, elle est désormais obligée d'utiliser constamment des pense-bêtes, des rappels sur son téléphone ou de solliciter l'aide de ses proches pour accomplir des tâches qui lui étaient simples et naturelles. Visuellement, faites la différence entre une bibliothèque où vous cherchez un livre mais ne le trouvez pas sur l'étagère. Il est juste mal rangé, et une bibliothèque où ce livre a tout simplement été brûlé. Il n'existe plus. C'est exactement ainsi que fonctionne la mémoire dans le cas de la démence. L'information n'est pas temporairement égarée, elle n'est pas enregistrée en premier lieu. Ce phénomène engendre chez la personne un sentiment constant de confusion et une grande perte de confiance en soi. Un autre symptôme crucial, et souvent négligé, ce sont les difficultés à planifier et à résoudre des problèmes complexes. Attention, il ne s'agit pas de simple paresse ou d'un manque de volonté face à des tâches ardues. C'est une perte bien réelle de la capacité à se concentrer et à suivre un enchaînement d'étapes. Prenons l'exemple de la cuisine. Il devient difficile de suivre une recette bien connue, même si l'on a préparé ce plat des centaines de fois. On peut confondre les étapes, ajouter les ingrédients dans le désordre, ou pire, oublier complètement des éléments essentiels. Autre domaine clé, la gestion des finances, payer les factures, suivre son budget, remplir des formulaires administratifs. Tout cela devient soudain une tâche insurmontable. La personne peut se tromper lourdement dans ses calculs, oublier de régler des notes importantes ou à l'inverse les payer 2 fois. Ce n'est pas une simple erreur d'inattention dans un compte. Il s'agit d'une perturbation fondamentale de la capacité à manipuler des chiffres
et à établir des chaînes logiques. Imaginez un capitaine de navire chevronné qui, subitement, ne parvient plus à tracer sa route sur une carte pourtant familière. Il voit les symboles, il voit la carte, mais il est incapable de les assembler pour définir un itinéraire logique et cohérent. C'est exactement ainsi que la personne, au premier stade de la démence, perd la capacité de naviguer dans l'univers des tâches quotidiennes. Le troisième signe, c'est quand les gestes du quotidien deviennent compliqués. J'entends par là toutes ces actions que nous faisons de manière automatique, sans même y réfléchir. Une personne chez qui la démence commence à s'installer peut éprouver des difficultés à se servir d'appareils qui lui sont pourtant familiers, comme le four à micro-ondes ou la machine à laver. Elle pourrait aussi oublier les règles de son jeu de cartes ou de société préféré, celui auquel elle joue depuis des décennies. Un autre exemple très parlant est celui de la conduite automobile. Il peut arriver que la personne se perde subitement sur un trajet qu'elle connaît par cœur. Imaginez le chemin du supermarché, qu'elle emprunte toutes les semaines depuis 20 ans. Elle pourrait confondre les pédales, ignorer des panneaux de signalisation ou avoir de grandes difficultés à se garer. Attention, il ne s'agit pas d'un simple moment d'inattention passagère. C'est un véritable dysfonctionnement de la zone du cerveau qui gère la mémoire procédurale et nos automatismes profonds. Imaginez que vous ayez tapé au clavier les yeux fermés toute votre vie et que, du jour au lendemain, vous soyez obligé de chercher laborieusement chaque lettre comme si c'était la première fois. Le sentiment de déroute et la frustration que cela provoque sont immenses. C'est exactement ce que ressentent ces personnes face à la perte de leurs acquis, ce qui porte un coup sévère à leur autonomie et à leur estime de soi. Le quatrième symptôme préoccupant, c'est la désorientation dans le temps et dans l'espace. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus sérieux que de juste oublier le jour de la semaine. Les personnes qui débutent une démence perdent leurs repères non seulement concernant les dates, mais aussi les saisons, voire l'année complète. Elles peuvent se lever le matin et ne plus faire la différence entre le jour et la nuit. Cette confusion se traduit aussi dans les gestes quotidiens. On peut s'habiller complètement à côté de la plaque, mettre un gros manteau d'hiver en plein mois d'août par exemple, parce que les repères internes et la perception de la réalité sont totalement brouillés. Quant à la désorientation spatiale, elle est souvent encore plus spectaculaire. Un individu peut, comme je l'ai évoqué, se perdre dans son propre quartier, un endroit pourtant familier. Il quitte sa maison et est incapable de retrouver le chemin du retour. Parfois, ce trouble se manifeste même à l'intérieur de son propre domicile. Entrer dans une pièce et ne plus du tout comprendre où l'on est ou comment on en sort, c'est une expérience terrifiante. Imaginez, vous marchez dans votre rue et d'un seul coup, tout devient étrange. Les maisons, les arbres, les commerces, plus rien n'est familier. Vous êtes en pleine confusion, vous ne savez plus où vous êtes ni quelle direction prendre. C'est un facteur de panique et de très grand stress. Ce sont d'ailleurs très souvent ces épisodes de désorientation aiguë qui vont pousser l'entourage à consulter un médecin, car à ce stade, il devient impossible de mettre cela sur le compte d'une simple fatigue passagère. Le cinquième indice concerne la vision et la perception. Il est souvent très discret ou difficile à remarquer. Attention, il ne s'agit pas ici de simples problèmes oculaires, comme la cataracte ou la myopie. Il s'agit plutôt de la manière dont le cerveau interprète l'information visuelle qu'il reçoit. La personne peut rencontrer de grandes difficultés à lire. Elle voit les lettres, mais a du mal à les assembler pour former des mots et, par conséquent, à saisir le sens de ce qu'elle lit. Elle peut avoir du mal à évaluer les distances, à distinguer les couleurs ou à reconnaître les contrastes. Cela cause des problèmes concrets dans la vie de tous les jours. Par exemple, la personne peut renverser son verre parce qu'elle ne juge plus correctement la distance par rapport au bord de la table. Elle peut aussi trébucher dans les escaliers parce que les marches se fondent les unes dans les autres comme un seul plan. Un autre signe frappant, c'est la difficulté à reconnaître les visages ou les objets. Il arrive que la personne regarde un proche et mette plusieurs secondes à le reconnaître. Elle peut fixer un objet du quotidien comme une montre ou une horloge sans comprendre ce que c'est ni à quoi cela sert. Le test le plus révélateur reste celui du miroir.
Parfois, les personnes atteintes de démence ne reconnaissent plus leur propre reflet, le prenant pour quelqu'un d'autre présent dans la pièce. C'est le signe de dysfonctionnement très sérieux au niveau du cortex visuel du cerveau. Le 6e symptôme touche à la parole et à la communication. On observe que la personne a de plus en plus de mal à trouver les mots appropriés. En pleine discussion, il arrive qu'elle s'arrête net, en plein milieu d'une phrase, incapable de retrouver le fil de sa pensée. Elle peut oublier des termes usuels ou désigner les objets par leur fonction plutôt que par leur nom exact. Par exemple, dire « ce qui sert à écrire » au lieu de simplement « le stylo ». Sa façon de s'exprimer devient souvent hachée, voire incohérente. La personne peut facilement perdre le fil de la conversation, raconter la même anecdote à plusieurs reprises ou avoir beaucoup de difficultés à saisir le sens des échanges. Attention, il ne s'agit pas ici des simples lapsus qui peuvent nous arriver à tous. C'est une difficulté bien plus profonde, un problème systémique où le stock de vocabulaire semble littéralement s'évaporer. Il devient de plus en plus ardu pour la personne d'exprimer ses idées et de participer activement à un dialogue. Face à cette frustration, elle peut être tentée d'éviter toute interaction sociale et de se replier sur elle-même. On pourrait se représenter cela visuellement comme une tentative d'assembler un puzzle dont les pièces maîtresses disparaissent sans cesse. Vous avez beau essayer, l'image complète ne peut jamais se former. Cette situation mène inéluctablement à l'isolement, aggrave le sentiment de solitude et, malheureusement, tout cela ne fait qu'accélérer l'évolution de la maladie. Le 7e signe, et c'est souvent celui que les proches remarquent en premier, c'est cette fâcheuse tendance à ranger des objets dans des endroits complètement aberrants et, bien sûr, l'incapacité totale de les retrouver. Certes, il nous arrive à tous de perdre nos clés ou la télécommande de temps en temps, mais dans le contexte de la démence, cela prend une toute autre dimension. La personne peut mettre son portefeuille dans le réfrigérateur, cacher le fer à repasser dans l'armoire à linge ou dissimuler la télécommande dans le sucrier. La différence cruciale est la suivante. La personne est incapable de se souvenir du fil de ses actions pour retrouver l'objet perdu. Ce n'est pas juste qu'elle a oublié où elle l'a mis. Elle ne comprend sincèrement pas comment cet objet a pu atterrir là. Souvent, cette situation délicate déclenche des accusations de vol envers l'entourage. La personne est absolument certaine qu'un membre de la famille ou un voisin lui a volé ses lunettes ou son argent, car dans sa propre réalité, il est impossible qu'elle ait pu ranger ses affaires dans un endroit aussi étrange. Cela génère inévitablement des conflits, de la méfiance et de la peine. Pour les proches, c'est un symptôme particulièrement éprouvant, car il exige une immense dose de patience et de compréhension. Il est essentiel de se rappeler que ce n'est ni de la mauvaise volonté, ni de la méchanceté, mais bien la manifestation directe de la maladie cérébrale. Abordons maintenant la question de la diminution, voire de la perte totale, de notre bon sens et de notre capacité de jugement. C'est un point fondamental, même s'il est très subtil au départ. La personne concernée voit sa capacité à prendre des décisions adéquates se modifier. Cela devient particulièrement visible dans tout ce qui touche à l'argent. Elle peut se mettre à dépenser des sommes importantes pour des choses inutiles, par exemple en achetant des produits à des vendeurs itinérants trop insistants ou en devenant la cible d'arnaques téléphoniques. Elle perd petit à petit son discernement, la notion de la valeur de l'argent et des conséquences de ses dépenses. Un autre domaine où ce déclin est frappant est l'hygiène personnelle. Quelqu'un qui a toujours été soigné et propre peut soudainement négliger son apparence, porter des vêtements sales, oublier de prendre une douche ou de se brosser les dents. Il n'a plus conscience que ce comportement pose problème. Ses standards de propreté et son esprit critique s'affaiblissent. Le comportement social se modifie également. La personne peut dire des choses totalement inappropriées, se montrer désinhibée ou au contraire devenir subitement méfiante et soupçonneuse sans aucune raison valable. Ceci est dû au fait que les zones du cerveau qui régissent le contrôle social et l'évaluation des situations commencent à dysfonctionner. Le 9e indice, c'est le désengagement progressif du monde professionnel et de la vie sociale.
La personne qui était autrefois l'âme d'une soirée, qui aimait rendre visite à ses amis, pratiquer un hobby ou s'investir activement dans son travail, commence peu à peu à prendre ses distances. Elle a du mal à suivre le fil d'une discussion en groupe, elle ne saisit plus les règles d'un jeu de société qu'elle affectionnait, ou elle se sent dépassée par ses responsabilités professionnelles. Plutôt que de reconnaître ce qui ne va pas, elle va chercher des prétextes pour esquiver toutes les situations où son incapacité pourrait être visible. Elle invoque la fatigue, le manque d'intérêt ou le fait de ne pas être d'humeur. En réalité, ces excuses masquent la peur et une profonde confusion. Elle sent instinctivement que quelque chose lui échappe et cherche à tout prix à éviter l'humiliation ou l'échec. Cela mène inévitablement à un isolement social. La personne passe de plus en plus de temps seule, souvent assise devant la télévision, ce qui, au final, ne fait qu'aggraver la situation. Pourquoi? Parce que le cerveau se retrouve privé de la stimulation nécessaire. Pour l'entourage, ce comportement est souvent perçu comme de la simple apathie, voire de la dépression. Il ne réalise pas toujours que la racine du problème est en fait beaucoup plus profonde. Et le 10e signe, qui est d'ailleurs très important, concerne les changements d'humeur et de personnalité. La personne peut se montrer désorientée, abattue, méfiante, craintive ou particulièrement anxieuse. Ces individus s'irritent facilement, même pour des futilités, que ce soit à la maison, au travail ou dans toute situation où ils se sentent perdus ou dépassés. Leur caractère peut changer du tout au tout. Par exemple, quelqu'un de calme et pondéré devient soudain irritable et agressif. À l'inverse, un optimiste joyeux peut se transformer en une personne apathique, totalement indifférente à son entourage. Ces bouleversements émotionnels sont souvent le résultat d'un profond malaise intérieur. Imaginez un instant que vous ayez le sentiment permanent de perdre le contrôle, non seulement de votre vie, mais aussi de votre propre esprit. Vous n'arrivez plus à faire confiance à votre mémoire, vous vous emmêlez les pinceaux pour des tâches simples. Cela engendre un stress considérable, de la peur et une grande frustration, des sentiments qui se manifestent par ces sautes d'humeur si brutales. Il arrive souvent que les proches interprètent ces réactions comme une attaque personnelle, se demandant ce qu'ils ont pu faire de travers. Or, il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas de simples caprices. C'est la manifestation d'une maladie, le résultat de changements biochimiques dans le cerveau, et la personne concernée n'a absolument aucun contrôle sur ces mécanismes. Maintenant que nous avons passé en revue les signes principaux, mettons les choses au clair. Où se situe la ligne rouge entre le vieillissement normal et la pathologie? C'est vraiment la question essentielle. Par exemple, il est tout à fait normal d'avoir parfois un mot ou un nom sur le bout de la langue. C'est le célèbre phénomène du mot sur le bout de la langue. Vous savez que vous le connaissez, mais vous n'arrivez pas à le faire sortir. Le signal d'alarme, c'est quand vous oubliez non seulement le nom, mais aussi qui est cette personne, même s'il s'agit d'un vieil ami de longue date. C'est normal d'oublier occasionnellement où l'on a posé ses clés. L'inquiétude arrive lorsque vous les retrouvez dans le réfrigérateur et que vous n'avez absolument aucune idée de la manière dont elles ont pu y atterrir. Il est normal de demander de l'aide pour comprendre un nouvel appareil électronique compliqué. Le vrai souci, c'est quand vous n'arrivez plus à utiliser votre four à micro-ondes alors que cela fait 10 ans que vous vous en servez quotidiennement. C'est normal de se tromper de date de temps en temps et de se corriger immédiatement. Le signal inquiétant, c'est quand vous perdez complètement la notion du temps, ne sachant plus quelle année on est ou quelle saison. La différence fondamentale réside dans l'ampleur et l'impact sur votre vie quotidienne. Les changements normaux ne vous empêchent pas de vivre en toute autonomie. Les signes de démence, eux, sont handicapants et le deviennent de plus en plus avec le temps. Abordons maintenant une autre idée reçue. Beaucoup de gens croient que la démence, c'est uniquement l'affaire des traits très vieux. C'est une erreur et même une dangereuse illusion. Bien sûr, le risque augmente avec les années, mais figurez-vous que la démence peut apparaître à 60 ans, à 50 ans, voire même dès 40 ans. On appelle cela la démence à début précoce, et c'est là que cette forme précoce est particulièrement insidieuse.
Ni la personne elle-même, ni son entourage, et souvent même pas les médecins, ne sont préparés à envisager un tel diagnostic chez un sujet relativement jeune. Tous les symptômes, les oublis, l'irritabilité, les difficultés professionnelles sont mis sur le compte du stress, de la crise de la cinquantaine, d'une dépression nerveuse, bref, de tout sauf d'une atteinte organique du cerveau. Le résultat, c'est que l'on perd un temps précieux. La personne risque de perdre son emploi, de voir ses relations familiales se dégrader sérieusement avant même qu'un diagnostic correct ne soit finalement posé. Il est donc crucial de retenir ceci. L'âge n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres, ce n'est absolument pas le seul critère décisif. Si vous constatez des signes inquiétants chez quelqu'un de moins de 65 ans, ne les ignorez pas. C'est peut-être justement dans ces cas-là que notre vigilance peut faire toute la différence et sauver la situation. Arrêtons-nous sur une autre idée reçue très répandue. Si mes parents ont eu une démence, alors j'y suis forcément condamné moi aussi. Certes, l'hérédité joue un rôle, mais ce rôle n'est absolument pas aussi fataliste qu'on l'imagine. Il existe bien des formes génétiques rares de la maladie d'Alzheimer qui se transmettent de génération en génération et se manifestent tôt. Mais, attention, cela ne représente qu'une toute petite minorité des cas. Dans la grande majorité des situations, on parle de la forme dite sporadique. Là, la génétique n'est qu'un facteur de risque parmi tant d'autres. Elle s'ajoute à des éléments cruciaux comme notre hygiène de vie, notre état cardiovasculaire, notre niveau d'éducation, et j'en passe. Avoir un gène de prédisposition, par exemple l'APOE4, ne fait qu'augmenter la probabilité, mais cela ne garantit absolument pas le développement de la maladie. C'est un peu comme au jeu de cartes. On peut vous distribuer de mauvaises cartes, mais la manière dont vous allez les jouer a une importance capitale. Le fatalisme génétique n'a donc pas sa place ici. Au contraire, si vous savez qu'il y a des antécédents de démence dans votre famille, cela devrait être une motivation puissante pour adopter une bonne hygiène de vie et accorder une attention particulière à la prévention. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de remède contre la démence et que par conséquent un diagnostic est inutile. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de traitement capable de guérir complètement la maladie d'Alzheimer ou d'arrêter la destruction des neurones. Pourtant, cela ne signifie absolument pas que le diagnostic est vain. Premièrement, il existe des médicaments qui peuvent ralentir l'évolution des symptômes pendant un certain temps et améliorer considérablement la qualité de vie, surtout si la maladie est détectée tôt. Cela offre à la personne et à sa famille de précieuses années de vie relativement normales. Deuxièmement, il faut savoir que tous les troubles cognitifs ne sont pas forcément une démence irréversible. Parfois, la cause peut être plus simple et réversible. Une dépression, un manque de vitamine B12, un problème de thyroïde ou même des effets secondaires liés à d'autres médicaments. Ces états sont souvent complètement réversibles. Si le diagnostic est posé à temps et qu'il est exact, on peut retrouver l'intégralité de ses fonctions cognitives. Voilà pourquoi il est essentiel de ne jamais s'auto-diagnostiquer. Il faut consulter son médecin. Le professionnel de santé effectuera un bilan complet et pourra exclure toutes les autres causes possibles avant d'évoquer la démence. Abordons les gestes simples que l'on peut adopter pour réduire les risques. La prévention de la démence, ce n'est pas une pilule magique, mais bien une approche globale et concrète de votre santé. Et, bonne nouvelle, il est important de s'y mettre le plus tôt possible. Les spécialistes le rappellent souvent, ce qui est bon pour le cœur l'est aussi pour le cerveau. C'est pourquoi le premier pilier, c'est la surveillance de votre système cardiovasculaire. Faites attention à votre tension artérielle, au cholestérol et à la glycémie, l'hypertension, le diabète, l'athérosclérose, toutes ces pathologies abîment les vaisseaux, y compris ceux qui irriguent le cerveau. Cela augmente considérablement le risque de développer une démence vasculaire ou la maladie d'Alzheimer. L'activité physique régulière est le deuxième élément essentiel. Les exercices d'aérobie, comme la marche, la natation ou la danse, améliorent la circulation sanguine dans le cerveau. Ils stimulent la création de nouvelles connexions neuronales et peuvent même augmenter le volume de l'hippocampe, cette zone cruciale pour la mémoire. 150 minutes d'activité modérée par semaine suffisent.
Franchement, ce n'est pas grand-chose, mais l'effet sur votre santé est absolument colossal. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du mouvement. Le troisième pilier de la prévention, c'est l'alimentation. Le régime méditerranéen a prouvé son efficacité à maintes reprises pour maintenir un cerveau en bonne santé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut privilégier plus de légumes, de fruits, de baies, de céréales complètes, de noix, de légumineuses et bien sûr du poisson riche en acides gras oméga 3. Et inversement, réduire la consommation de viande rouge, de sucreries, de pâtisseries et de produits transformés. Les antioxydants, que l'on trouve dans les fruits et légumes colorés, protègent nos cellules cérébrales contre les dommages causés par les radicaux libres. Quant aux oméga 3, ils sont la véritable matière première pour bâtir les membranes de nos neurones. Attention, il ne s'agit pas de se priver complètement de vos plats préférés. Simplement décaler l'équilibre vers une alimentation plus saine vous apportera d'énormes bénéfices. Il est également essentiel de surveiller votre apport en vitamines du groupe B, notamment la B12 et l'acide folique, souvent appelée vitamine B9, dont la carence peut entraîner des troubles cognitifs. Considérez votre alimentation non pas juste comme un carburant, mais plutôt comme un médicament pour votre cerveau. Le quatrième aspect, et peut-être le plus crucial ou le plus passionnant, c'est l'activité mentale et sociale. Notre cerveau, tout comme nos muscles, a besoin d'un entraînement constant. Le dicton « utilisez-le ou vous le perdrez » n'a jamais été aussi vrai. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Apprenez quelque chose de nouveau, une langue étrangère, un instrument de musique ou même la programmation. Relevez des défis complexes, faites des mots croisés, du sudoku, jouez aux échecs, lisez des ouvrages plus exigeants, ceux qui vous obligent à réfléchir. Plus vous forcez votre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales, plus vous développez ce que l'on appelle la réserve cognitive. C'est votre filet de sécurité, une sorte de bouclier qui lui permettra de résister plus longtemps aux maladies, même si des processus pathologiques ont déjà commencé. L'aspect social n'est pas moins vital. Échanger avec d'autres personnes, participer à des discussions, s'engager dans des activités collectives, tout cela est un puissant stimulant pour la matière grise. À l'inverse, la solitude et l'isolement social sont considérés comme de sérieux facteurs de risque. Alors, ne vous repliez pas sur vous-même, restez ouvert au monde et aux autres. Et maintenant, la question cruciale et la plus délicate, que faire si vous constatez ces signaux d'alarme, soit chez vous, soit chez un être cher? La première chose, et la plus essentielle, est de ne pas céder à la panique, et surtout, évitez de vous diagnostiquer vous-même en regardant des vidéos sur Internet. Votre rôle est d'aborder la personne avec tact et délicatesse pour la convaincre de consulter un médecin. Le mieux est de commencer par le médecin traitant. Il fera un examen initial, prendra connaissance de l'historique médical, ce qu'on appelle l'anamnèse, et si nécessaire, il vous orientera vers un spécialiste, un neurologue ou un psychiatre. Surtout, évitez de dire « Je crois que tu as la démence, il faut aller voir un médecin ». Une telle approche risquerait de provoquer un rejet immédiat ou de l'agressivité. Il est préférable d'y aller plus doucement. Par exemple, j'ai remarqué que tu as des difficultés avec ta mémoire ou ton humeur dernièrement. Pourquoi n'irions-nous pas voir le docteur? Ça se trouve, c'est juste la tension ou un simple manque de vitamines. L'important est de manifester votre soutien et votre bienveillance, sans jamais donner l'impression d'accuser. Préparez-vous au fait que la personne peut nier l'évidence en bloc. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, l'incapacité à évaluer son propre état de manière critique. C'est en soi un symptôme de la maladie. Il faudra faire preuve à la fois de beaucoup de patience et d'une douce persévérance. Comment va se dérouler cette consultation chez le médecin? Le spécialiste va d'abord prendre le temps de vous interroger en détail. Il vous posera des questions précises sur vos symptômes, depuis quand ils durent, les maladies que vous avez eues par le passé et bien sûr les médicaments que vous prenez actuellement. Il est d'ailleurs très important qu'une personne proche, un membre de votre famille par exemple, soit présente. Cette personne pourra compléter le tableau, car il arrive souvent que le patient lui-même ait du mal à se souvenir de tous les détails
ou qu'il minimise ses difficultés. Ensuite, on procédera à ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. Attention, ce n'est pas un examen scolaire. Il s'agit simplement d'une série de tests et d'exercices spécifiques pour évaluer votre mémoire, votre attention, votre langage et votre raisonnement. Ils permettent d'évaluer de manière objective le niveau exact de vos troubles cognitifs. Le médecin pourra également demander des analyses de sang pour écarter toute autre cause possible à ces symptômes. De plus, des examens d'imagerie seront souvent prescrits, comme une IRM ou un scanner du cerveau. Ces examens d'imagerie servent à visualiser les changements structurels au niveau cérébral, par exemple l'atrophie de certaines zones, ce qui est souvent un signe de la maladie d'Alzheimer. L'ensemble de cette approche globale permet d'établir un diagnostic aussi précis que possible et surtout de mettre en place un plan d'action. Ce plan comprendra à la fois un traitement médicamenteux adapté et des méthodes de soutien non médicamenteuses. Pour conclure cette partie essentielle, j'aimerais aborder la question de l'acceptation. Lorsqu'un diagnostic de démence tombe, c'est un véritable bouleversement, aussi bien pour la personne concernée que pour toute sa famille. C'est le début d'un chemin long et difficile. Mais n'oublions jamais une chose fondamentale, la vie ne s'arrête pas, elle devient simplement différente. L'approche thérapeutique moderne de la démence ne se limite plus à ralentir la progression de la maladie. Elle vise avant tout à maintenir la meilleure qualité de vie possible. Il existe de nombreuses stratégies pour adapter le quotidien, le rendre plus sûr et plus prévisible. Des groupes de soutien pour les aidants et les proches existent, où l'on trouve écoute, information et soutien psychologique. Un diagnostic précoce nous donne un atout précieux, du temps. Du temps pour discuter de l'avenir, pour prendre des dispositions légales et financières tant que la personne est encore en mesure de prendre ses décisions. Du temps pour apprendre de nouvelles formes de communication. Du temps aussi pour dire les mots importants et pour vivre ce temps ensemble, avec sens et avec amour. Ce n'est pas une fin, c'est une nouvelle étape qui exige du courage, un certain savoir-faire et par-dessus tout, une grande dose d'humanité de la part de toutes les personnes impliquées. Alors, quelle est la conclusion principale, le message essentiel que nous devons retenir de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui? C'est sans doute celui-ci: la démence ne commence pas avec de simples oublis, comme des clés perdues. Elle se manifeste par des schémas, des habitudes qui s'installent progressivement dans le tissu de notre vie quotidienne, finissant par le dégrader. Le grand tournant dans la compréhension de ce problème, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas impuissants face à cela. L'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle, ce ne sont pas de belles théories. Ce sont des outils concrets qui peuvent significativement réduire les risques ou, du moins, retarder l'apparition de la maladie. Notre erreur principale est l'ignorance ou le déni. Nous attribuons les signaux d'alarme à la fatigue, à l'âge ou au stress, et c'est ainsi que nous laissons s'échapper un temps précieux. Souvenez-vous, prêtez attention aux détails, connaître les signes avant-coureurs et consulter un médecin rapidement, ce n'est pas céder à la panique, c'est faire preuve de responsabilité envers votre propre santé et celle de vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous sont chères. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est le signe précoce de la démence qui vous a semblé le moins évident et pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion est extrêmement précieuse.